Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment utiliser Figma lorsque l'on intègre une maquette en HTML et CSS. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de passer en revue l'utilisation de ce logiciel et voir ce qui va nous intéresser lorsque l'on va recevoir une maquette qui a été faite justement avec Figma. Alors d'abord, on va parler généralement de l'interface. Donc en haut, on a la barre d'outils que vous n'aurez pas forcément à trop toucher. Sur la barre de gauche, vous avez d'abord la partie page qui vous permet de naviguer entre différentes pages. Donc lorsque les maquettes sont complexes, en général, le designer va séparer en différentes pages pour mieux s'organiser. On va en voir en dessous les calques qui vont correspondre aux groupes qui ont été créés pour la page courante. Vous avez au milieu évidemment la maquette et vous avez à droite une petite barre contextuelle qui va changer en fonction de ce qui est sélectionné. Donc si vous cliquez n'importe où, vous allez avoir les informations sur la maquette, mais si je sélectionne un élément, je vais avoir les informations spécifiques sur l'élément en question. On a en haut un système d'onglets, donc par défaut ici je suis sur l'onglet Design, mais on a aussi un autre onglet Prototype qui permet au designer de définir un prototype, c'est-à-dire que ça lui permet de montrer comment va fonctionner l'application et ça permet par exemple de lier plusieurs maquettes ensemble pour montrer un processus particulier. Donc, par exemple ici on voit qu'il y a un lien de cette page-là vers cette page-là. Mais normalement cette partie-là vous n'aurez pas trop à y toucher. Si vous voulez voir justement le prototype, vous pouvez cliquer sur le bouton lecture et ça vous permettra de voir à quoi ça ressemble. Donc cet outil-là va lancer justement l'outil de prototypage de Figma et ça c'est quelque chose qui permet au designer de vous expliquer comment est censé fonctionner l'application. Si je clique n'importe où, ça va mettre en surbrillance les éléments qui sont interactifs. Donc par exemple ici je peux cliquer à ce niveau-là. Donc ça me montre la transition qu'il y a entre les pages. Et si je clique ici, ça me montre la transition qui permet d'aller d'une page à l'autre. J'ai aussi les états actifs et inactifs lorsque je clique sur un élément. Donc ça, les prototypes, ça va pas mal dépendre de ce que va faire votre designer et vous n'en aurez pas forcément systématiquement sur vos maquettes. Ensuite, vous avez la possibilité de cocher cette petite case-là qui vous permet de passer en mode développeur. Donc ça, c'est un mode qui est intéressant parce que c'est un mode qui va vous permettre de voir plus rapidement des informations sur la maquette. Par exemple, si je clique ici et que je passe sur un autre élément, on voit que ça me montre l'espace entre cet élément-là et les autres. Ça me montre aussi les marges internes. Ça me montre les dimensions ici dans ce panneau-là et ça me permet même d'exporter du CSS. Donc ça va générer du CSS pour les calques qui sont sélectionnés. Et enfin, vous avez la partie Asset qui va vous permettre d'exporter facilement les différentes ressources qui sont utilisées par un élément. Donc souvent, lorsque vous allez travailler en tant que développeur, c'est plutôt cette partie développeur que vous allez activer. Vous n'allez pas forcément beaucoup travailler dans la partie design. Donc rapidement, on va parler des raccourcis. En mode développeur, par défaut, lorsque vous passez sur un élément, c'est automatiquement cet élément qui est mis en surimpression et lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez facilement naviguer à l'intérieur. Par contre, quand vous êtes en mode design, lorsque vous cliquez sur un élément, vous ne sélectionnez que par défaut le groupe de cet élément-là. Il faudra double-cliquer pour rentrer dans le groupe et sélectionner des sous-éléments. Si vous voulez directement sélectionner l'élément le plus en bas, par exemple je veux sélectionner ce texte, vous pouvez faire un CTRL et un clic sur l'élément. Donc là j'ai cette petite pop-up parce que je n'ai pas les polices, mais ça va me permettre de sélectionner n'importe quel élément au sein d'un groupe, peu importe où il se trouve. Donc si vous avez besoin d'inspecter rapidement quelque chose, CTRL-clic, ça peut être pratique. Encore une fois, en mode développeur, par défaut, on peut sélectionner directement les éléments à l'intérieur d'un groupe sans devoir faire cette navigation. Donc c'est pour ça que ce mode-là est assez intéressant. Alors maintenant, on va regarder les choses qu'il est intéressant de regarder lorsque l'on a une maquette. Donc la première chose que vous devez regarder, c'est voir si le designer a fait ce que l'on appelle un design system ou un guide de style qui vous donne des informations sur des styles qui vont être réutilisés dans les maquettes. Donc pour cette maquette, en l'occurrence, il y a une page qui s'appelle Style Guide et on voit sur cette page qu'il y a les différents éléments qui sont présentés. Les premiers éléments qui vont vous intéresser, ça va être la palette de couleurs. Cette palette-là, ça veut dire que vous, côté CSS, vous allez pouvoir créer des variables. Donc par exemple, on va prendre chacune des couleurs et créer une variable CSS qui est associée. Comme ça, à chaque fois qu'on rencontre une couleur, plutôt que d'utiliser une valeur hexadécimale, on va pouvoir faire référence à cette variable. Ça permet, si jamais le designer change la valeur, de pouvoir changer plus facilement la couleur. On notera que sur certaines maquettes, ce n'est pas le cas sur celle-ci, mais je vais prendre celle de GraphicArt pour vous donner un exemple, les designers ont la possibilité, comme nous on le ferait en CSS, de créer des styles qu'ils vont pouvoir réutiliser. Par exemple, si je crée un carré, j'ai la possibilité de le remplir et je vais pouvoir choisir parmi une liste de couleurs prédéfinies. De la même manière, je vais pouvoir choisir lorsque je fais une ombre portée parmi des styles prédéfinis. Et on peut créer comme ça des styles à la fois pour les box shadows, les couleurs ou les styles de texte. Quand j'écris un texte et que je le sélectionne, j'ai la possibilité de choisir quel style je veux donner, parmi les styles que j'ai pré-créés par défaut.
Pour voir les styles qui sont disponibles sur une maquette, vous pouvez tout simplement cliquer n'importe où. Lorsque vous n'avez aucun calque sélectionné, vous allez avoir les styles locaux qui vont être affichés à ce niveau-là. Donc ce qui peut être intéressant de faire, c'est de faire un report et de générer ça en CSS. Donc typiquement, pour ce CSS, j'ai déjà exporté les différentes variables que je vais avoir besoin d'utiliser. Comme ça me permet de ne pas avoir à me répéter. De la même manière, il est possible que le designer ait créé des styles de texte. Dans ce cas-là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est me créer des styles utilitaires. Donc je me crée souvent des classes, par exemple texte-quelque chose, qui reprend les différents styles de texte. Comme ça, à chaque fois que sur la maquette, je retrouve un style en particulier, je n'ai pas à m'embêter à recopier les valeurs, je peux directement appliquer une de ces classes-là. Au passage, on notera qu'en mode développeur, si par exemple j'inspecte ce texte-là, on va voir qu'à ce niveau-là, il va mettre un petit commentaire dans la proposition de code CSS. Ce petit commentaire est là pour me dire, ce texte-là utilise le style de texte qui s'appelle base. Donc ça veut dire que moi, quand je créerai l'élément, je pourrais lui appliquer la classe texte base si je l'ai créé préalablement. Donc ça peut être très intéressant et ça peut vous permettre de gagner du temps. Il est important de noter que les designers ne font pas systématiquement ça. Par exemple, sur cette autre maquette, on a les styles de texte qui sont définis dans le style guide, mais par contre, lorsque j'inspecte dans la maquette, on n'a pas vraiment une notion de style. Il n'a pas créé des styles dans Figma. Donc là, vous créez des classes qui correspondent à ces différents styles, et ensuite, vous devez faire un peu le rapprochement. Mais en tout cas, voilà, souvent, c'est quelque chose qui est fait par les designers, donc n'hésitez pas à vous créer des classes utilitaires pour les différents styles de texte. Et enfin, on va avoir la même chose pour les box shadow. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est lorsque vous avez une nouvelle maquette, regardez s'il y a des styles qui sont définis de manière générale dans cette partie-là. Pour chaque style, vous pouvez vous créer des variables CSS ou des classes utilitaires. Et ensuite, regardez si vous avez une page Design System ou Style Guide ou Design Kit et regardez les différents éléments. Ça peut vous donner déjà quelques classes et quelques éléments à créer. Maintenant, on va parler de la notion de composants. Donc les designers, souvent ils vont avoir sur des pages des éléments qui vont être répétés avec quelques petites variations. Si je prends l'exemple de cette page produit, tous les éléments de cette grille sont identiques. La seule variation, c'est le style que l'on a, le texte que l'on a, l'image ou ce genre de choses. Donc le designer, il ne va pas dupliquer et modifier chaque élément. Il va créer un composant qu'il va pouvoir réutiliser. L'avantage, c'est que si on lui demande de changer une couleur, il pourra le faire plus facilement et ça affectera tous les éléments. Lorsque vous êtes en mode développeur et que vous cliquez sur un élément, vous allez avoir ici le composant qui va vous être présenté. Vous pouvez aussi identifier le fait que ça soit un composant par les bordures violettes, mais aussi le nom violet à ce niveau-là. Lorsque vous avez un losange qui n'est pas rempli, c'est que vous êtes ici sur une copie du composant. Vous pouvez naviguer sur le composant original en cliquant ici. Donc là, le designer a bien travaillé, il a mis directement ça dans le style guide. Et là, j'ai le composant original. Et sur ce composant, je vais pouvoir inspecter les différents éléments et créer mes classes. Donc typiquement, ça c'est intéressant à la fois si vous travaillez sur du CSS, mais aussi si vous faites du React par exemple. Si vous faites du CSS, ça veut dire que vous pouvez vous créer une classe qui va correspondre à cet élément, et cette classe, vous allez pouvoir la réutiliser. Donc typiquement, moi je pourrais ici me créer un product, j'utilise le BEM, donc je vais me créer une classe pour styliser le titre qui se trouve dans le produit, et pareil pour les différents éléments qui constituent cet élément-là. Et au niveau de mon HTML, je peux me créer un élément, donc typiquement une div qui aura la classe product, et ainsi de suite, avec les sous-éléments. Et si vous utilisez un langage côté serveur, vous faites un fichier pour éviter de la répétition. Autre petit détail intéressant, c'est que lorsqu'il crée un composant, il a la possibilité de définir des propriétés qui vont ensuite pouvoir permettre de personnaliser l'élément. Typiquement, si on prend le cadre d'un bouton, ici, je vais cliquer sur ce bouton-là. Ce bouton-là, c'est un composant. Je peux naviguer au composant original qui se trouve ici, mais peu importe. Et pour ce composant-là, on voit qu'on a des propriétés qui permettent de changer, par exemple, son apparence. On a des propriétés qui permettent de rajouter des icônes. Et on peut faire comme ça pas mal de choses à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez récent dans Figma et qui permet aux designers d'avoir des composants réutilisables et dynamiques. Mais c'est super intéressant pour nous parce que finalement, en tant que développeur, ça veut dire que ces propriétés-là, elles vont correspondre à des variations du composant. Donc si vous utilisez un framework comme React, Vue.js ou autre, ça, c'est typiquement des propriétés que vous allez recevoir sur votre composant. Si vous travaillez avec du CSS, par exemple les button types, ça peut vouloir dire que on a un intérêt à créer différentes classes. On va créer une classe BTN pour le bouton standard, BTN-primary pour la variante primaire, BTN-secondary pour le secondaire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça vous permet de savoir comment vous devez découper les éléments.
En général, si un designer a fait ça, il vous l'a aussi présenté de cette manière-là. Donc là, j'ai toutes les variations du bouton. Donc avant même de vouloir intégrer une quelconque maquette, je vais me créer les différentes classes qui correspondent à ces différents boutons. Comme ça, ensuite, dès que je vois un bouton, je vais pouvoir réutiliser mes classes. Et on voit que c'est utilisé à différents endroits à ce niveau-là. Si vous êtes en mode inspecteur, si par exemple je sélectionne ce bouton-là, on voit que là, on a les props qui sont affichés. Donc ça nous dit quel type de bouton on a et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous, ça peut vouloir dire, ben là, il faut que j'utilise la classe BTN Primary. Le bouton, il est enabled, donc ça veut dire que je ne dois pas me rajouter l'attribut disabled. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça vous donne des informations sur l'élément. Autre petit détail, vu qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais lorsque vous inspectez un élément, vous avez automatiquement les dimensions qui sont affichées. Vous avez quelque chose qui ressemble à ce que l'on voit nous dans notre inspecteur. On voit les paddings, les bordures. Là, c'est le radius. On nous dit que c'est un radius de 8 pixels. Bon, les marges, là, ça n'a pas vraiment d'importance, mais vous pouvez comme ça récupérer des informations et rapidement les mettre dans votre CSS. Et en dessous, vous avez une partie qui va générer automatiquement le CSS pour vous aider et vous pouvez faire des copier-coller. Donc Figma est très intéressant pour ça parce que il nous mâche un petit peu le travail en tant que développeur et on va pas râler. Dans le cas où vous avez des maquettes qui utilisent des couleurs, par exemple, je crois que c'est le cas ici. Donc là, on voit que le texte utilise la couleur titre. Lorsque vous allez dans la partie développeur, automatiquement, il va utiliser une variable CSS. Bon, concrètement, c'est pas mal ici, si ce n'est que le nom de la variable n'est pas classique, mais voilà, ça peut être intéressant quand vous copiez du code comme ça d'avoir directement les variables CSS. Donc ce qu'il faut retenir de cette partie-là, c'est que si jamais vous commencez par intégrer directement votre maquette et que vous voyez qu'un élément est un composant, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va être réutilisé. Donc prévoyez des classes génériques parce que ce composant-là va se retrouver à plusieurs endroits, soit dans la même maquette, soit sur plusieurs pages. Ensuite, un autre point que je voulais évoquer, c'est la notion d'auto-layout et la disposition d'éléments. Donc je vais prendre un nouveau document Figma pour vous montrer les choses. J'ai ici quelques petites barres qui sont un petit peu placées n'importe comment. Mais j'aimerais bien que l'espace soit uniforme et que ça soit aligné sur la gauche. Donc je vais sélectionner mes différents éléments. Et dans Figma, on a des petits outils pour nous aider. Je peux choisir de les aligner sur le même côté et je peux faire un tidy up pour avoir le même espace. Et ensuite, Figma est assez intelligent pour détecter qu'il y a le même espace et ça me permet de les bouger comme ça. Mais ça, Figma, il est capable de le reconnaître et il va vous offrir de l'aide lorsque vous allez générer le code. Si ici je passe en mode développeur, on voit qu'automatiquement, lorsque j'ai cet élément de sélectionner, il me montre l'espace entre les éléments. Et dans le code qui est généré, il me propose ici un display flex. Donc effectivement, on est ici dans un cas où, si on avait à le traduire, on ferait un display flex avec un gap de 95 parce que chaque élément est espacé de 95 pixels et un ligne item en flex start parce que les éléments sont alignés à gauche. Mais si jamais les éléments, on voulait les aligner à droite, comme ceci, ben dans ce cas-là, dans le code généré, il me proposerait un flex end. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais les designers peuvent aller un petit peu plus loin et ils ont la possibilité d'utiliser de l'auto-layout. L'auto-layout, c'est un peu notre display flex à nous. Ça lui permet de piloter comment vont être placés les éléments de manière automatique. Par exemple, il peut choisir que les éléments sont centrés les uns par rapport aux autres. Il peut ici piloter l'espace qu'il y a entre les éléments, les paddings qu'il y a autour, à la fois vertical et horizontal. Le layout, il peut empiler les éléments ou il peut avoir les éléments les uns à côté des autres. Par exemple, pour une en-tête, ça peut être très pratique. Donc ça, typiquement, pour nous, ça va se traduire par l'utilisation d'un display flex avec une direction en haut ou en colonne. L'avantage, encore une fois, c'est que dans le code qui est généré, ça va nous proposer déjà une solution quasiment toute faite. Bon, si ce n'est que lui, il veut toujours mettre du display inline flex, mais en tout cas, vous avez les justify content et la line items qui sont faits pour vous, et ça, c'est quand même plutôt pratique. Donc, pour identifier un composant qui utilise l'auto-layout, lorsque vous le sélectionnez dans la partie groupe ici, vous avez ces petites colonnes-là. Si vous avez cette petite icône, c'est que les éléments sont en auto-layout de gauche à droite, et si vous avez un élément qui est comme ceci, voilà, vous voyez que les petites barres sont différentes. Donc dès que vous voyez ça, c'est que le designer a utilisé un auto-layout. Dans tous les cas, lorsque vous allez passer en mode développeur et que vous allez l'inspecter, il vous le dira. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, pour le designer, s'il rajoute un élément, automatiquement, l'élément va venir se placer correctement. C'est ça qui est intéressant avec l'auto-layout par rapport au placement classique. C'est que lui, il définit les règles de placement, comme nous, on le ferait avec un display flex, et après, tous les éléments enfants vont se placer correctement. Je ne sais pas si forcément sur cette maquette c'est le cas, je crois que c'est le cas ici. Donc, je suis en mode développeur, vous voyez, je clique ici. Hop, je vais regarder l'élément parent.
Et là, il détecte que c'est effectivement toujours le même espace. Donc si j'avais à traduire ça en CSS, je pourrais faire un display flex avec une direction en colonne. Si vous utilisez des frameworks comme Tailwind ou Bootstrap, sachez que vous avez des équivalents. Par exemple, sur Tailwind, je sais qu'il y a la notion de gap qui permet exactement de faire ça. Vous mettez un système en gris ou en flex et vous mettez un gap particulier. Et pareil pour Bootstrap, vous avez une classe stack, vstack et hstack qui permet de gérer ça. Et typiquement, c'est quelque chose qui est très utilisé. Par exemple, sur GraphicArt, j'utilise ce système de stack pour avoir des espaces qui sont cohérents. Là, j'ai une stack. Alors plutôt, on va prendre la partie de droite. J'ai une stack large pour les éléments qui sont espacés. Et ensuite, je vais avoir des sous-stacks à différents endroits. Donc, n'hésitez pas à regarder. Si vous voyez qu'il y a des auto-layouts qui sont utilisés dans Figma, ça veut dire que vous pouvez utiliser un display flex à ce niveau-là. D'ailleurs, en parlant des espacements, regardez s'il y a une notion de multiple. Très souvent, lorsque les designers vont travailler, lorsqu'ils vont générer des espaces, ils ne vont pas forcément choisir des espaces arbitraires. Ça va toujours être un multiple d'une valeur particulière. Je vais prendre le cas de GraphicArt par exemple, mais moi je l'ai expliqué dans le design system. Donc j'ai des espaces qui sont prédéfinis. Souvent d'ailleurs les designers font faire des multiples de 8 parce que ça permet d'avoir quelque chose qui correspond à une taille de typographie. Mais là j'ai 16, 24, 48 et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça veut dire que dans votre design vous pouvez travailler en REM pour définir les espaces. Ce qui est plus simple. Si vous voulez un espace de 16, vous mettez un REM plutôt que de mettre une valeur prédéfinie. Ça permet aussi de pouvoir changer la taille des espaces en fonction de la typographie qui a été sélectionnée par l'utilisateur. Et ça, c'est intéressant. Ça peut vous permettre aussi, encore une fois, de vous créer des classes utilitaires. Par exemple, vous pouvez vous créer une classe P-1 qui est par défaut un padding de 8 pixels. Et vous dire, je sais qu'on va avoir que des multiples comme ça, donc P2, ça sera un padding de 16 pixels. Et vous définissez l'ensemble de vos espaces de cette manière-là. Pareil, pour les gaps, vous avez gap 1 pour un gap de 8 pixels, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous utilisez des outils comme ça, vous pouvez générer ces règles-là de manière automatique. Ou encore une fois, si vous utilisez des frameworks, c'est en général ces règles-là qui sont utilisées. Et voilà globalement pour ce qu'il y a à connaître sur l'utilisation de Figma. Finalement, ce que vous devez regarder, c'est d'abord regarder s'il y a des styles génériques. S'il y a des styles génériques, créez-vous les variables CSS et les classes génériques que vous allez pouvoir ensuite utiliser plus tard. Deuxième partie, regardez s'il y a des composants dans votre maquette. S'il y a des composants, ça peut être intéressant de créer les petits morceaux HTML qui vont correspondre à ces composants-là, ou carrément des composants avec React ou votre framework front-end préféré, pour pouvoir ensuite réutiliser le code. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez commencer à attaquer les maquettes. Dans ce cas-là, pour les maquettes, vous inspectez les éléments qui vous manquent et vous pouvez utiliser les systèmes de layout pour détecter les espacements qui sont utilisés. Je vous invite vraiment à passer en mode développeur lorsque vous inspectez votre maquette. Ça vous permet en un clin d'œil de voir les espacements qu'il y a entre les éléments et de rapidement pouvoir placer les éléments les uns par rapport aux autres. Et si vous voulez sélectionner un élément en profondeur, n'oubliez pas que vous pouvez faire un contrôle-clic et ça peut vous permettre comme ça de rapidement cliquer sur un élément au sein d'un groupe. Donc voilà pour ces petites astuces qui devraient vous permettre maintenant d'être capable de mieux utiliser Figma. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez, on peut rajouter une vidéo complémentaire avec un cas concret d'utilisation où j'intégrerai une maquette. Dites-moi si ça vous intéresse et dans ce cas-là, peut-être je publierai une vidéo pour faire suite à celle-ci. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Ciao!